Anne poussa la lourde porte en chêne de la maison familiale à Neuilly, sa main serrant celle de Léa avec une force protectrice qu'elle ne contrôlait plus. L'odeur de dinde rôtie mêlée au parfum capiteux que sa mère portait depuis toujours flotta jusqu'à elle, réveillant instantanément des années de malaise soigneusement enfouies. Léa, 11 ans, tenait contre sa poitrine un dessin soigneusement plié, des étoiles dorées collées aux 4 coins, un cadeau fait main pour ses grands-parents. Ses yeux brillaient de cet espoir dangereux qu'Anne reconnaissait trop bien, cette attente que peut-être, cette fois, les choses seraient différentes. Mathieu apparut dans le vestibule, son sourire poli ne montant pas jusqu'à ses yeux. « Vous êtes en retard », lâcha-t-il en consultant sa montre avec cette manie qu'il avait de toujours trouver quelque chose à reprocher. Derrière lui, Stéphanie arrangeait les cheveux de leur fils de 9 ans, ce petit garçon que leur père appelait « mon champion » à chaque visite, appuyant sur le possessif comme on enfonce un clou. Anne ne répondit pas. Elle ôta son manteau et celui de Léa, les accrocha au porte-manteau d'acajou qui avait toujours été là, témoin silencieux de tant de retours douloureux dans cette maison trop grande, trop froide. Leur mère émergea du salon, vêtue d'un tailleur crème impeccable, ses lèvres effleurant à peine la joue d'Anne avant de se pencher vers Léa avec un sourire mesuré au millimètre. « Ma petite, tu as encore grandi. Va dire bonjour à ton grand-père. » Léa tendit son dessin d'une main tremblante d'espoir. « Je l'ai fait pour vous, grand-mère. » Leur mère prit le papier du bout des doigts, le regardant 3 secondes à peine. « C'est gentil, ma chérie. Va le poser sur la console. » Anne vit la déception traverser le visage de sa fille, comme une ombre fugace, cette micro-blessure qui s'ajoutait aux centaines d'autres, imperceptibles pour qui ne savait pas regarder. Le salon vibrait de conversations polies et creuses. Leur père trônait dans son fauteuil en cuir bordeaux, un verre de whisky à la main, discourant sur la politique avec l'oncle Bernard. Il leva à peine les yeux quand Anne s'approcha. « Ah, te voilà », dit-il d'une voix neutre, sans chaleur, avant de retourner immédiatement à sa conversation comme si elle n'existait déjà plus. Mais quand Mathieu entra avec son fils, le visage de leur père s'illumina d'un coup, ses traits se dépliant dans un sourire que Anne n'avait jamais vu diriger vers elle. « Ah, voilà mon vrai petit-fils. Viens voir grand-père, mon champion. » Les mots frappèrent Anne en pleine poitrine. Vrai. Il avait dit vrai, et ce qualificatif contenait tout le poison accumulé depuis 11 ans, depuis la naissance de Léa, depuis qu'Anne était tombée enceinte seule, et que son père avait décrété que cet enfant serait une honte familiale. Léa s'était figée près de la cheminée, ses petites mains crispées sur sa robe rouge qu'elle avait choisie avec tant de soin ce matin. Anne vit ses lèvres trembler imperceptiblement, ce signe qu'elle retenait des larmes, qu'elle encaissait encore une fois. L'apéritif s'étira comme une torture lente. Anne observait sa fille, qui tentait maladroitement de se mêler aux conversations, posant des questions auxquelles personne ne répondait vraiment, riant à des blagues qu'elle ne comprenait pas, cherchant désespérément une place qui ne lui serait jamais offerte. Enfin, leur mère annonça que le dîner était servi. Tout le monde se dirigea vers la salle à manger, où la table était dressée avec cette élégance froide que leur mère cultivait comme un art martial. Les couverts en argent brillaient sous le lustre en cristal, les serviettes pliées en signes immaculés trônaient sur les assiettes en porcelaine de Limoges. Léa se dirigea naturellement vers la chaise à côté de son grand-père, celle qu'elle occupait depuis qu'elle était assez grande pour s'asseoir à table. Elle posa sa petite main sur le dossier sculpté, un sourire timide aux lèvres, cherchant le regard de son grand-père. Ce qui arriva ensuite se déroula au ralenti dans l'esprit d'Anne, chaque détail gravé au fer rouge dans sa mémoire pour toujours. Son père se leva brusquement, le visage durci par quelque chose de laid, de violent. Il attrapa Léa par l'épaule, ses doigts s'enfonçant dans la chair tendre de l'enfant. « Cette place est pour mon vrai petit-fils. Dégage !» Il la poussa, fort, violemment. Léa bascula en arrière, ses bras battant l'air dans un geste désespéré pour retrouver l'équilibre qu'elle ne retrouverait pas. Ses jambes heurtèrent le pied de la chaise, son corps tout entier s'effondra, et son coude percuta le carrelage avec un bruit sourd, horrible, qui résonna dans toute la pièce comme un coup de feu. Un cri étouffé lui échappa, aigu, choqué, celui d'un animal blessé qui ne comprend pas d'où vient la douleur. Le silence tomba, épais, suffocant, irrespirable. Personne ne bougea. Mathieu détourna les yeux vers la fenêtre,
soudain fascinée par les guirlandes lumineuses du jardin. Stéphanie fouilla dans son sac à main, cherchant frénétiquement quelque chose qui n'existait pas. L'oncle Bernard toussa dans son poing fermé. Leur mère resta figée, statufiée, le verre de vin tremblant imperceptiblement dans sa main. Anne sentit quelque chose se briser en elle, net et définitif, comme une corde trop tendue depuis 38 ans qui cédait enfin dans un claquement silencieux mais irréversible. Elle traversa la pièce, s'agenouilla près de Léa, la releva avec une douceur infinie, essuya les larmes qui coulaient sur ses joues rondes d'enfant blessé, d'enfant humilié devant toute sa famille, puis elle se redressa lentement, très lentement, et croisa le regard de son père. Sa voix sortit calme, d'une clarté glaciale, portée par une certitude qui la surprit elle-même. « Nous ne reviendrons jamais. » 4 mots seulement. 4 mots qui contenaient le poids de toutes les années de rejet accumulés, de silence complice, d'espoir déçu, de blessures avalées. Le verre glissa des doigts de sa mère et explosa au sol dans un fracas de cristal brisé, le vin rouge s'étalant sur le carrelage blanc comme du sang frais. Son père blêmit, la bouche entr'ouverte, les yeux soudain écarquillés, semblant réaliser quelque chose qu'il avait refusé de voir pendant plus d'une décennie. Anne prit la main de Léa, cette petite main encore tremblante, et se dirigea vers la sortie sans un regard en arrière, ses pas résonnant dans le silence stupéfait comme un jugement rendu. Elle entendit sa mère murmurer son prénom d'une voix brisée, mais elle ne se retourna pas. Dehors, l'air glacé de décembre la gifla, mais elle respira profondément, emplissant ses poumons comme si elle émergeait enfin d'une eau noire, où elle se noyait depuis toujours. Dans la voiture, le silence pesait comme une chape de plomb. Léa sanglotait contre la vitre froide, son souffle créant des nappes de buée qui se formaient et disparaissaient au rythme de ses hoquets. Anne conduisait les mains crispées sur le volant, la mâchoire serrée, refusant de laisser ses propres larmes couler tant qu'elle n'aurait pas ramené sa fille en sécurité. Les lumières de Noël défilaient dans un brouillard flou, guirlandes accrochées au balcon, sapins illuminés derrière les fenêtres où d'autres familles célébraient probablement des réveillons plus tendres. Anne sentait la question monter chez Léa, cette interrogation terrible qui tournait en boucle dans l'esprit de sa fille depuis qu'elle était tombée sur ce carrelage froid. Pourquoi grand-père ne m'aime pas ? Anne connaissait cette question. Elle l'avait portée elle-même pendant des années, sous une forme différente mais tout aussi douloureuse. Pourquoi ne suis-je jamais assez bien ? Pourquoi Mathieu reçoit-il tout l'amour que je m'en dis ? Elle gara la Clio devant leur immeuble de Montreuil, ce bâtiment gris aux façades fatiguées, qui n'avait rien de la prestance bourgeoise de Neuilly, mais qui était leur refuge, leur territoire, à elles deux. Dans l'ascenseur étroit, Léa leva enfin les yeux, rougis et gonflés. « Maman, je suis qui ?» 4 mots qui transpercèrent Anne comme une lame rouillée. Dans l'appartement, Anne prépara 2 chocolats chauds, qu'elle ne boirait sans doute pas, ses mains occupées à tourner la cuillère pour ne pas trembler. Léa s'était assise sur le canapé, recroquevillée contre la coudoir usée, attendant une explication qui donnerait un sens à l'humiliation. Anne s'installa à côté d'elle, cherchant les mots justes, ceux qui diraient la vérité sans écraser cet enfant qui avait déjà trop encaissé ce soir. « Tu te souviens que je t'ai toujours dit que ton papa était parti avant ta naissance ?» Léa hocha la tête, les yeux fixés sur ses mains. « Quand j'ai dit à mes parents que j'étais enceinte, ton grand-père a voulu que j'avorte. Il criait que j'allais gâcher ma vie, que j'étais une honte. Je lui ai dit non, et il m'a chassée. Les souvenirs affluaient, malgré elle, précis et tranchants, comme des éclats de verre. Anne se revoyait à 26 ans dans ce même salon de Neuilly, debout face à son père qui vociférait, sa mère figée dans un silence complice. Elle se souvenait du froid qu'elle avait ressenti en sortant de cette maison, son sac à dos jeté sur l'épaule, enceinte de 3 mois, seule dans la nuit de février. Elle se souvenait du studio minuscule à Bagnolet, de ces mois où elle travaillait le jour comme assistante administrative et vomissait la nuit à cause des nausées, sans personne pour lui tenir les cheveux ou lui apporter un verre d'eau. Elle se souvenait d'avoir accouché seule à l'hôpital, sans visite, sans fleurs, sans ces photos attendries que les autres mères affichaient fièrement. Pendant 3 ans, le silence. Pas un appel, pas une carte, rien. Comme si elle était morte pour eux. Et puis, un matin, ce message de sa mère, maladroit et tardif. « J'aimerais connaître ma petite fille. »
Anne avait hésité pendant des semaines, déchirée entre la rancœur et ce besoin pathétique de croire que les choses pouvaient changer. Elle avait fini par accepter, pour Léa, pour que sa fille ait une famille élargie, des grands-parents, un oncle, des cousins. Mais son père n'avait jamais pardonné. Il la tolérait, la supportait lors des réunions familiales obligatoires, mais ne la regardait jamais vraiment. Et Léa, cet enfant né hors mariage, conçu dans ce qu'il considérait comme un échec moral, n'avait jamais été qu'une erreur vivante à ses yeux. Anne sortit de ses pensées et croisa le regard de Léa qui attendait, suspendu à ses lèvres. « Ton grand-père ne m'a jamais pardonné de t'avoir gardée. Pour lui, tu représentes sa honte, son échec. Ce soir, il a juste dit tout haut ce qu'il pense depuis 11 ans. » Léa se mit à pleurer, des sanglots silencieux qui secouèrent ses épaules fragiles. Anne la serra contre elle, sentant la chaleur du petit corps tremblant contre le sien. « Mais écoute-moi bien, ma chérie. Le sang ne fait pas la famille. L'amour fait la famille. Ton grand-père a tort. Tu n'as rien fait de mal en naissant. C'est lui qui a tout raté. » Léa releva la tête, ses yeux cherchant une certitude dans ceux de sa mère. « On va vraiment ne jamais y retourner ?» Anne hocha la tête avec une fermeté qui la surprit elle-même. « Jamais. Je te le promets. » Elles restèrent enlacées longtemps, tandis que les guirlandes de Noël continuaient de clignoter dehors dans l'indifférence du monde. Anne sentait quelque chose de nouveau se construire entre elles, une alliance scellée dans la vérité plutôt que dans les mensonges d'apparence qu'elle avait maintenus pendant des années. Léa finit par s'endormir contre elle, épuisée par les larmes et les émotions. Anne la porta jusqu'à son lit, l'aborda doucement, écarta une mèche de cheveux collée sur sa joue humide. De retour dans le salon, Anne se laissa tomber sur le canapé et fixa le plafond fissuré de leur petit appartement. Son téléphone vibra. Sa mère, puis Mathieu, puis encore sa mère. Elle éteignit l'appareil sans lire les messages. Pour la première fois depuis des années, Anne sentit quelque chose de différent en elle, quelque chose qui ressemblait à de la clarté, à une décision prise non par dépit, mais par nécessité vitale. Elle ferma les yeux et murmura dans le silence « Nous ne reviendrons jamais ». Et cette fois, elle y croyait vraiment. Anne se réveilla avec une migraine sourde qui lui martelait les tempes, vestige d'une nuit blanche passée à fixer le plafond, pendant que Léa dormait enfin, épuisée par les larmes. La lumière grise de ce 25 décembre filtrait à travers les rideaux fins, éclairant leur petit salon où traînaient encore les tasses de chocolat froid de la veille. Son téléphone gisait sur la table basse, éteint depuis hier soir, comme un objet toxique qu'elle n'osait pas toucher. Anne le fixa longtemps avant de tendre la main, le doigt hésitant au-dessus du bouton d'allumage. Elle savait ce qui l'attendait derrière cet écran noir. L'appareil vibra pendant 30 secondes d'affilée quand elle le ralluma, une avalanche de notifications qui explosèrent comme des grenades silencieuses. 17 messages, 5 appels manqués. Sa mère, d'abord, ce matin à 6 heures. « Anne, appelle-moi s'il te plaît, il faut qu'on parle. » Puis à 7 heures, « Tu ne peux pas partir comme ça, c'est Noël, pense à la famille. » Puis à 8 heures, « Ton père ne voulait pas lui faire de mal. Tu exagères toujours tout. » Anne sentit la nausée monter. Exagérer. Ce mot qu'on lui jetait depuis l'enfance, chaque fois qu'elle osait nommer sa douleur, chaque fois qu'elle refusait d'avaler en silence les humiliations servies comme des plats quotidiens. Mathieu avait envoyé un SMS lapidaire à 23 heures. « Tu fais toujours des drames. Léa va bien, arrête ton cinéma. » Anne relut ce message 3 fois, cherchant entre les mots une once d'empathie qui n'existait pas. Son frère, cet homme qui n'avait jamais eu à se battre pour une miette d'attention, qui recevait l'amour paternel comme un dû, un héritage naturel, osait minimiser ce que Léa avait vécu. Elle posa le téléphone, les mains tremblantes. Une partie d'elle voulait répondre, hurler dans ce vide numérique que non, Léa n'allait pas bien, qu'une enfant de 11 ans poussée violemment par son grand-père devant toute sa famille ne va jamais bien après ça. Mais elle ne répondit pas. Le silence lui sembla soudain plus puissant que tous les mots qu'elle aurait pu écrire. Dans la chambre, Léa se réveilla. Anne entendit le parquet craquer, puis sa fille apparut dans l'encadrement de la porte, les yeux encore gonflés, les cheveux emmêlés. Elle se glissa contre sa mère sur le canapé sans un mot,
et Anne l'enveloppa dans ses bras comme on protège une flamme fragile du vent. « On fait quoi aujourd'hui, maman ?» Anne regarda par la fenêtre les toits gris de Montreuil, si différents des façades cossues de Neuilly. « Ce que tu veux, ma chérie. On a toute la journée à nous. » Elles passèrent Noël en pyjama, regardant des films qu'elles avaient déjà vus 100 fois, mangeant des restes réchauffés sans mettre la table, sans cérémonie, sans protocole. À un moment, Léa demanda si elle pouvait dessiner, et Anne la regarda s'installer par terre avec ses feutres, traçant des formes abstraites qui ressemblaient à des émotions qu'elle ne savait pas encore nommer. Le téléphone vibra encore, et encore. Anne l'ignora. Le soir venu, alors que Léa prenait son bain, Anne se permit enfin de lire les autres messages. Sa mère suppliait, négociait, minimisait. « On peut arranger les choses. Ton père regrette, je suis sûre. Ne coupe pas les ponts comme ça. » Mais nulle part, Anne ne vit les mots qu'elle aurait voulu lire. Nulle part sa mère ne disait « Ce qu'il a fait est impardonnable. Je comprends que tu partes. Je te soutiens. » Toujours cette même dynamique, cette danse toxique où la victime devait pardonner pour que la paix familiale soit restaurée, où celle qui souffrait devait faire des efforts pour que celui qui blessait n'ait pas à changer. Anne pensa à toutes ces années où elle avait accepté les invitations, encaissé les remarques cinglantes, avalé sa fierté. Tout ça pourquoi ? Pour que Léa ait une famille ? Pour que sa fille connaisse cette version appauvrie de l'amour familial, cette charité émotionnelle distribuée au compte-gouttes. Elle se souvint d'une conversation avec Nadia, sa collègue de l'association, quelques mois plus tôt. « Anne, arrête de mendier leur validation. Tu mérites mieux. Léa mérite mieux. » Sur le moment, ces mots l'avaient blessée, comme si reconnaître qu'elle mendiait revenait à admettre sa propre indignité. Mais ce soir, dans le silence de son appartement où Léa chantonnait dans la baignoire, Anne comprit enfin. Elle ne mendiait plus. Son téléphone vibra une dernière fois. Sa mère, encore. « Anne, réponds-moi au moins. On ne peut pas laisser les choses comme ça. » Anne fixa l'écran lumineux, ses doigts au-dessus du clavier. Elle pouvait écrire tant de choses, déverser des années de rancœur accumulées, expliquer point par point pourquoi ils avaient tort, pourquoi elle avait raison. Mais à la place, elle écrivit simplement « J'ai besoin de temps ». 3 mots. Court, ferme, vrai. Elle éteignit le téléphone et alla aborder Léa qui s'était endormie dans son lit, un livre ouvert sur la poitrine. Anne caressa doucement ses cheveux encore humides et murmura dans le silence « On va s'en sortir, toutes les deux ». Et pour la première fois, elle le croyait vraiment. Janvier arriva avec son cortège de ciel gris et de résolutions abandonnées. Anne reprit le travail à l'association d'aide aux familles monoparentales. Ce petit bureau coincé au 3e étage d'un immeuble de Belleville, où elle passait ses journées à écouter des histoires qui ressemblaient trop souvent à la sienne. Son téléphone restait silencieux désormais. Sa mère avait fini par comprendre qu'Anne ne répondrait pas, du moins pas maintenant. Mathieu n'avait plus donné signe de vie après son SMS méprisant. Et Anne découvrait avec surprise qu'elle respirait mieux dans ce silence qu'elle avait choisi, plutôt que subi. Léa retournait à l'école, portant encore cette tristesse nouvelle dans le regard, mais quelque chose d'autre aussi, quelque chose qui ressemblait à de la clarté. Un soir, elle avait dit à Anne avec une maturité déconcertante « Au moins maintenant je sais. C'est mieux que de me demander pourquoi je ne suis jamais assez bien. » Ces mots avaient brisé et reconstruit Anne en même temps. Ce lundi matin, en arrivant au bureau, Anne découvrit un visage inconnu dans la salle de pause, un homme d'une 40aine d'années qui préparait un café avec cette concentration excessive des premiers jours dans un nouvel emploi. « Bonjour », dit-il en lui tendant la main avec un sourire qui montait jusqu'à ses yeux gris, ce qui était suffisamment rare pour être remarqué. « Alexandre Moreau, le nouveau psychologue. Je commence aujourd'hui. » Anne lui serra la main, notant machinalement la douceur de sa paume, la façon dont son regard ne la jugeait pas au premier coup d'œil comme tant d'hommes le faisaient. Les semaines suivantes, ils se croisèrent régulièrement dans ce ballet quotidien des pauses café et des réunions d'équipe. Alexandre avait cette qualité rare d'écouter vraiment, de poser des questions qui n'étaient pas des jugements déguisés. Anne apprit qu'il était divorcé, père d'une fille de 14 ans qu'il voyait un week-end sur 2, que son ex-femme l'avait quitté après une liaison avec un collègue. « Le plus dur », avait-il confié un jour alors qu'ils déjeunaient côte à côte dans la petite cuisine, « c'est de ne pas voir ma fille grandir au quotidien. Les petits moments me manquent de plus que les grands. »
Anne avait compris exactement ce qu'il voulait dire, même si elle vivait l'inverse. Cette solitude de tout porter seule, sans personne avec qui partager les petites victoires. Un vendredi soir, alors qu'Anne s'apprêtait à partir, Alexandre la rattrapa dans le couloir. « Je sais que ça va paraître étrange, » dit-il en tripotant nerveusement ses clés de voiture. « Mais ça te dirait d'aller prendre un café ? Un vrai, je veux dire, pas celui du distributeur qui goûte le carton. » Anne hésita. Une partie d'elle voulait refuser, se protéger, maintenir cette distance de sécurité qu'elle avait construite pendant 12 ans. Mais une autre partie, plus téméraire, celle qui avait dit non à son père et qui avait quitté cette table de Noël, murmura « Pourquoi pas ? D'accord. Mais un thé pour moi. » Ils s'installèrent dans un petit café près du canal Saint-Martin. Cette zone de Paris où Anne ne venait jamais, trop loin de sa routine sécurisante. Alexandre commanda un expresso. Anne une tisane à la verveine. « Tu as l'air fatigué ?» dit-il sans cette fausse sollicitude qui agace, juste un constat empreint de douceur. Anne sentit quelque chose craquer en elle. Peut-être la fatigue accumulée. Peut-être le fait qu'Alexandre ne la connaissait pas avant Noël et ne portait donc aucun jugement sur ce qu'elle aurait dû faire ou ne pas faire. Elle se mit à parler. Pas tout, pas encore, mais les contours de cette soirée qui avait tout changé. Son père poussant Léa, ces 4 mots qu'elle avait prononcés, le silence depuis. Alexandre écoutait sans l'interrompre, sans minimiser, sans offrir ces solutions creuses que les gens donnent pour se débarrasser de la douleur d'autrui. « Ma fille me demande parfois pourquoi les adultes font du mal, » dit-il finalement. « Je ne sais jamais quoi répondre, à part que certaines personnes sont blessées et qu'elles blessent à leur tour. » Anne hocha la tête. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait écoutée, pas jugée, pas pesée, pas trouvée insuffisante. Ils restèrent jusqu'à la fermeture du café, parlant de leurs failles, de leurs doutes de parents imparfaits, essayant de faire de leur mieux avec des morceaux cassés. En rentrant chez elle ce soir-là, Anne se surprit à sourire dans le métro bondé. 2 semaines après ce premier café avec Alexandre, un samedi matin où Anne rangeait distraitement l'appartement pendant que Léa dessinait sur la table basse, la sonnette retentit avec une insistance qui fit sursauter Anne. Elle n'attendait personne. Nadia devait passer dans l'après-midi, mais jamais si tôt. Anne regarda par l'œilleton et son sang se glaça. Sa mère se tenait sur le palier, vieillie de 10 ans en 6 semaines, les traits tirés, le maquillage appliqué avec moins de soin que d'habitude. Anne hésita, la main sur la poignée, le cœur battant contre ses côtes comme un oiseau affolé. Elle ouvrit. « Maman, Anne, il faut qu'on parle. » Pas de bonjour, pas de comment vas-tu, juste cette urgence de réparer ce qui s'était brisé, comme si une conversation pouvait recoller les morceaux d'une enfance entière fracassée. Anne la laissa entrer, sentant le parfum familier envahir le petit espace, ce mélange de Chanel et de cette distance polie que sa mère portait comme une armure. Léa leva les yeux de son dessin, se figea en reconnaissant sa grand-mère, puis se leva sans un mot et s'enferma dans sa chambre. Le claquement de la porte résonna comme un verdict. Sa mère resta debout au milieu du salon, regardant autour d'elle ce 2 pièces modestes, avec cette expression qu'Anne connaissait bien, ce mélange de pitié et d'incompréhension face à une vie si différente de la sienne. « Assieds-toi, maman. » Sa mère s'installa sur le bord du canapé, comme si s'enfoncer dans les coussins usés aurait été une capitulation. Elle tripotait son sac à main en cuir beige, cherchant ses mots dans ce silence épais qui s'étirait entre elles. « Ton père regrette, » commença-t-elle enfin, et Anne sentit immédiatement la nausée monter. « Vraiment ? Il te l'a dit comme ça, avec ces mots-là ?» Sa mère détourna le regard. « Tu sais comment il est, il ne s'excuse jamais directement, mais je le sens, il est mal. » Anne laissa échapper un rire sans joie. « Il est mal. Lui. » « Et Léa, maman, tu crois qu'elle va comment, elle, après avoir été poussée par son grand-père qui lui a dit qu'elle n'était pas sa vraie petite fille ? » Anne, ne dramatise pas. C'était un moment de tension. Il avait bu, Stop. La voix d'Anne claqua dans l'air confiné. Ne me demande pas de minimiser ce qui s'est passé. Pas cette fois. Sa mère se mit à pleurer, de ces larmes soigneusement contrôlées qui ne faisaient jamais couler le mascara. Tu ne peux pas couper les ponts comme ça. Les familles doivent rester unies, malgré tout. Malgré tout.
répéta Anne lentement, laissant les mots peser dans sa bouche. Malgré qu'il m'ait chassée enceinte, malgré qu'il ait ignoré Léa pendant 11 ans, malgré qu'il l'ait humiliée devant tout le monde. Il traverse une période difficile, il... Et moi, maman ? La voix d'Anne se brisa. J'ai traversé quoi, tu crois ? Quand j'accouchais seule à l'hôpital sans personne pour me tenir la main ? Quand je travaillais jusqu'à épuisement pour payer ce studio ? Quand Léa me demandait pourquoi elle n'avait qu'une maman alors que les autres avaient une famille ? Sa mère sanglotait maintenant, mais Anne ne pouvait plus s'arrêter. 38 ans de silence avalé remontaient comme une marée noire. Tu étais où, toi, pendant ces 3 ans ? Tu as fait quoi pour me défendre ? Pour dire à papa qu'il avait tort ? Tu as choisi qui, maman ? Le silence tomba, lourd comme une pierre. Sa mère fixait ses mains parfaitement manucurées, ses mains qui n'avaient jamais vraiment protégé Anne de rien. La porte de la chambre de Léa s'ouvrit doucement. La fillette apparut, pâle mais droite, et marcha jusqu'à sa grand-mère. « Grand-mère, je t'aime », dit-elle d'une voix claire qui surprit Anne par sa maturité. « Mais je ne veux pas retourner là où on ne veut pas de moi. Je ne veux plus faire semblant que ça va. » Sa mère regarda Léa, vraiment regarda, peut-être pour la première fois. Anne vit quelque chose se fissurer dans le visage de sa mère, une prise de conscience tardive et douloureuse. Sa mère se leva, chancelante, ramassa son sac. À la porte, elle se retourna. « Je n'ai pas été courageuse, Anne. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû partir avec toi. » C'était la chose la plus honnête que sa mère lui ait jamais dite. Après son départ, Anne serra Léa contre elle, fière de sa force, de son courage. Son téléphone vibra. « Alexandre. Comment vas-tu » Anne sourit malgré les larmes et répondit simplement « Mieux ». Mars arriva avec ses promesses timides de printemps, ces jours où le soleil perçait enfin à travers les nuages gris et réchauffait Paris d'une lumière encore fragile. Anne et Alexandre se voyaient désormais régulièrement en dehors du travail. Ces moments volés qui n'étaient pas encore des rendez-vous officiels, mais qui n'étaient plus de simples amitiés non plus. Un cinéma par-ci, une balade le long du canal par-là, des conversations qui s'étiraient tard dans la nuit par message. Cette danse prudente de 2 personnes qui avaient déjà trop souffert pour se précipiter. Anne n'avait pas encore présenté Alexandre à Léa. Elle protégeait farouchement cet espace sacré où sa fille guérissait lentement de Noël, reconstruisant sa confiance brique par brique. Mais Alexandre ne poussait pas, ne demandait rien, acceptait le rythme qu'Anne imposait avec une patience qui la touchait profondément. Un dimanche après-midi, alors qu'il se promenait au jardin du Luxembourg, Alexandre lui prit doucement la main. Anne sentit son cœur s'accélérer, cette panique ancienne qui montait dès qu'elle laissait quelqu'un approcher trop près. « On va doucement », murmura-t-il comme s'il lisait dans ses pensées. « Je ne suis pas pressé. » Ces mots désamorcèrent quelque chose en Anne. Elle entrelaça ses doigts aux siens et continua à marcher, sentant pour la première fois depuis des années qu'elle n'était pas seule à porter le poids du monde. « Léa me demande parfois si je vais rencontrer quelqu'un un jour, » dit Anne après un long silence. « Elle dit que je mérite d'être heureuse aussi. » Alexandre sourit. « Elle est sage pour son âge. »« Trop sage, » répondit Anne avec cette tristesse qui affleurait parfois. Les enfants qui grandissent dans la douleur mûrissent trop vite. Ils s'assirent sur un banc face au bassin, où des enfants faisaient naviguer des voiliers miniatures, et Anne sentit qu'il était temps, que ce moment était venu même si elle en avait peur. « Tu voudrais la rencontrer ? Léa, je veux dire. » Alexandre se tourna vers elle, sérieux. « Seulement si tu es prête, et seulement si elle l'est aussi. » Ils choisirent un samedi après-midi neutre, une exposition au musée d'Orsay que Léa adorait. Anne avait expliqué à sa fille qu'un ami du travail les accompagnerait, testant prudemment le terrain. Léa était arrivée méfiante, se cachant derrière les jambes d'Anne quand Alexandre s'était présenté avec ce sourire doux qui ne forçait rien. Mais il avait cette façon de parler aux enfants, sans les traiter comme des idiots, posant de vraies questions, écoutant vraiment les réponses. Devant un tableau de Monet, Léa avait timidement demandé « Tu aimes l'impressionnisme ? J'aime les choses qui changent selon comment on les regarde », avait répondu Alexandre. « Comme les gens. On croit les connaître, et puis la lumière change, et on découvre autre chose. » Anne avait vu Léa sourire pour la première fois depuis Noël. Ce sourire authentique qui n'était pas forcé pour faire plaisir aux adultes. Au café du musée,
Alors que Léa dessinait sur une serviette en papier, Alexandre avait dit doucement « Je ne cherche pas à remplacer qui que ce soit. Je veux juste être là, si vous voulez de moi. » Léa avait levé les yeux, jaugé cet homme qui ne promettait pas la lune, qui offrait juste sa présence sans condition. Elle avait hoché la tête et était retournée à son dessin. Ce soir-là, après avoir couché Léa, Anne avait invité Alexandre à rester un peu. Ils s'étaient assis sur le canapé, proches mais sans se toucher. Cette tension douce qui vibrait entre eux comme une corde tendue. « J'ai peur », avoua Anne dans le silence. « Peur de me tromper. Peur de faire souffrir Léa si ça ne marche pas. Peur de... » Alexandre posa un doigt sur ses lèvres. « Moi aussi j'ai peur. Peur de tout gâcher. Peur de ne pas être à la hauteur. Mais je n'ai pas ressenti ça depuis des années, Anne. Ce truc dans la poitrine quand je pense à toi. » Anne sentit les larmes monter. Pas de tristesse cette fois, mais de soulagement. Alexandre se pencha lentement, lui laissant tout le temps de dire non, de reculer, de se protéger. Mais elle ne recula pas. Leur baiser fut doux, prudent, chargé de toutes les peurs qu'il portait, mais aussi de cette espérance fragile que peut-être, malgré tout, ils méritèrent d'être heureux. Le lendemain matin, Léa trouva Alexandre préparant des crêpes dans leur cuisine. Elle s'assit à table, observa sa mère qui souriait différemment et murmura « Il est gentil, lui. » Anne caressa les cheveux de sa fille. « Oui, ma chérie, il est gentil. » Mai s'installait avec ses promesses de renouveau, mais le message de Mathieu arriva comme une pierre jetée dans une eau calme, brisant la paix fragile qu'Anne avait construite. « Papa a eu un malaise cardiaque. Il est à l'hôpital. Il veut te voir. » Anne fixait l'écran de son téléphone dans le silence de son bureau, sentant ce nœud familier se reformer dans son ventre. Autour d'elle, les conversations continuaient, le photocopieur ronronnait, la vie suivait son cours indifférent à ce tremblement de terre personnel. Elle relut le message 5 fois, cherchant entre les lignes une trace d'émotion qui n'existait pas. Mathieu écrivait comme on remplit un formulaire administratif, sans chaleur, sans cette urgence qu'on met quand on a vraiment peur de perdre quelqu'un. Alexandre la trouva dans la salle de pause, fixant sa tasse de thé froid sans la voir. « Qu'est-ce qui se passe ?» Anne lui tendit son téléphone sans un mot. Il lut, puis s'assit à côté d'elle, attendant qu'elle parle ou qu'elle se taise, respectant ce silence qui pesait lourd. « Je ne sais pas quoi faire, » murmura-t-elle finalement. « Une partie de moi veut y aller, veut croire qu'il a changé, qu'il va enfin dire les mots, mais l'autre partie te protège, » compléta Alexandre doucement. Anne hocha la tête. « J'ai peur que Léa me demande d'y aller, peur de devoir choisir entre la protéger et donner une dernière chance à mon père. » Ce soir-là, dans leur appartement, Anne aborda le sujet avec Léa, qui faisait ses devoirs sur la table basse. Elle lui expliqua simplement, sans dramatiser, que son grand-père était malade et qu'il voulait les voir. Léa posa son stylo, son visage se fermant instantanément. « Je ne veux pas y aller, maman. » Ces mots tombèrent dans le silence comme un couperet. Anne sentit quelque chose se libérer en elle, une permission qu'elle n'osait pas se donner elle-même. « Tu es sûre, ma chérie ?» Léa leva vers elle ses yeux noisettes qui avaient tant pleuré à Noël. « Il m'a poussée. Il a dit que je n'étais pas sa vraie petite fille. Pourquoi je devrais faire semblant que ça va maintenant qu'il est malade ?» La sagesse brutale de l'enfance. Anne serra Léa contre elle, fière de cette force nouvelle, de cette capacité à poser des limites que Anne elle-même avait mis 38 ans à apprendre. Elle écrivit à Mathieu « Léa ne veut pas venir. Je respecte son choix. » La réponse arriva 5 minutes plus tard, cinglante comme une gifle. « Tu es égoïste. C'est ton père. Il pourrait mourir. » Anne sentit la colère monter. Cette rage froide et claire qu'elle avait découverte à Noël. Elle appela Mathieu, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des mois. « Je protège ma fille », dit-elle d'une voix calme qui tremblait à peine. « Comme j'aurais aimé que maman me protège quand j'avais son âge. Papa a fait un choix à Noël. Maintenant, je fais le mien. » Mathieu explosa au téléphone, l'accusant de rancune, d'immaturité, de tous ces mots qu'on jette aux victimes qui refusent de pardonner sur commande. Anne raccrocha au milieu d'une phrase. 3 jours plus tard, une lettre arriva, l'écriture tremblante de sa mère sur l'enveloppe beige. Anne la lut debout dans le couloir,
Léa partit à l'école, le soleil de mai filtrant à travers la fenêtre poussiéreuse. « Ma chérie, je t'écris parce que je n'ai pas eu le courage de te dire ces mots en face. J'ai quitté ton père, pas à cause de son malaise cardiaque, mais à cause de ce que j'ai vu dans les yeux de Léa quand je suis venue chez toi. J'ai vu ce que je n'ai jamais voulu voir, la douleur que mon silence a causée. Je ne te demande pas de pardonner à ton père. Je te demande de me pardonner à moi, un jour peut-être, d'avoir choisi la paix plutôt que toi. » Anne relut la lettre 3 fois, sentant quelque chose de complexe se dénouer en elle. Pas du pardon, pas encore, mais peut-être le début d'une compréhension. Elle répondit le soir même, une courte lettre écrite à la main. « Maman, je t'aime. Mais j'ai besoin que tu comprennes que protéger Léa passera toujours en premier. Je ne reviendrai que si un vrai respect est établi, pas des excuses creuses, mais un changement réel. Je ne peux pas t'offrir plus pour l'instant. » Alexandre passa ce soir-là, la trouva silencieuse, vidée. Il ne demanda rien, se contenta de la serrer contre lui pendant que Léa dormait dans la pièce d'à côté. « Tu as fait le bon choix », murmura-t-il dans ses cheveux. Anne ferma les yeux. Pour la première fois de sa vie, elle le croyait vraiment. 3 mois s'étaient écoulés depuis le malaise cardiaque. L'été explosait sur Paris avec cette chaleur poisseuse qui rendait les nuits difficiles et les journées interminables. Anne, Léa et Alexandre avaient trouvé un rythme. Cette danse délicate, où 3 personnes apprennent à devenir quelque chose qui ressemble à une famille sans forcer les étiquettes. Léa riait à nouveau, vraiment, pas ce rire poli qu'elle avait porté comme un masque pendant des années. Ses notes remontaient à l'école, elle avait rejoint un atelier de dessin le mercredi après-midi, et parfois, Anne la surprenait à chantonner dans sa chambre. Anne elle-même découvrait ce que signifiait partager sa vie avec quelqu'un qui ne demandait pas qu'elle soit parfaite, juste qu'elle soit vraie. Alexandre s'était installé dans leur quotidien sans bousculer l'équilibre fragile qu'elle avait construit avec Léa, respectant cet espace sacré entre mère et fille, tout en créant doucement le sien. Un mardi matin, alors qu'Anne préparait le petit déjeuner, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. « Anne, c'est papa. » Sa voix était différente, plus faible, débarrassée de cette arrogance qui la caractérisait. Anne sentit son cœur se serrer, pas de tendresse, mais de cette vigilance instinctive face aux prédateurs qu'on croyait endormis. « Comment as-tu eu ce numéro ? Ta mère me l'a donné. Écoute, je voudrais te parler. En personne. Juste toi et moi. » Anne ferma les yeux, cherchant en elle ce qu'elle voulait vraiment. Une partie ancienne criait de raccrocher, de se protéger. Mais une autre, plus récente, celle qui avait appris avec Alexandre qu'on pouvait écouter sans céder, accepta. « D'accord, mais pas chez toi. Un café neutre. » Ils se retrouvèrent 3 jours plus tard dans un café près de la gare de Lyon, territoire de personnes, loin des souvenirs toxiques de Neuilly. Anne arriva la première, s'installa dos à la fenêtre, gardant la vue sur la porte. Son père entra et Anne eut un choc. Il avait vieilli de 10 ans en 6 mois, les épaules voûtées, le teint gris, les mains tremblantes quand il tira la chaise en face d'elle. « Merci d'être venue. » Anne hocha la tête sans sourire. Elle avait prévenu Alexandre et Léa. « Je ne promets rien », avait-elle dit à sa fille. « J'écoute, c'est tout. » Son père commanda un café qu'il ne but pas, fixant la tasse comme si elle contenait les mots qu'il cherchait. Le malaise cardiaque m'a fait réfléchir. Commença-t-il finalement, sa voix cassée. Pas au début. Au début, je me sentais juste victime, en colère que tu ne sois pas venue. Anne serra les dents, mais le laissa continuer. Et puis ta mère est partie. Elle a pris ses affaires et elle est partie. Elle m'a dit que je pouvais mourir seule avec mon orgueil. Il releva les yeux, et Anne vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu dans ce regard, de la vulnérabilité. J'ai eu peur, Anne. Peur de mourir en ayant détruit ma famille. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai appelé un psychologue. Anne cligna des yeux, surprise malgré elle. Il m'a demandé de parler de mon père, et j'ai réalisé, j'ai fait à Léa exactement ce que mon père m'a fait. Le rejet, la préférence pour mon frère aîné, cette impression constante de ne jamais être assez bien. Sa voix se brisa. Je croyais que j'étais différent, mais j'ai juste transmis le poison. Anne sentit quelque chose de complexe remuer en elle. Pas du pardon,
Pas encore, mais une compréhension douloureuse que la violence se transmet comme un héritage maudit. Ce que tu as fait à Léa était impardonnable, dit-elle d'une voix ferme. La pousser, la rejeter devant toute la famille. Elle avait 11 ans, papa. Je sais. Il pleurait maintenant. Cet homme qui n'avait jamais pleuré devant elle. Je sais, et je vis avec ça chaque jour. Anne prit une longue inspiration. Si tu veux voir Léa un jour, tu devras lui présenter tes excuses. À elle, pas à moi. Et elle décidera si elle veut te revoir. Je ne la forcerai jamais. Son père hocha la tête. Je comprends. Et si elle refuse, je respecterai ça. Ils restèrent silencieux un moment, le café refroidissant entre eux. Tu as quelqu'un dans ta vie ? Demanda-t-il soudain. Anne hésita, puis décida de la vérité. Oui, quelqu'un de bien. Quelqu'un qui nous traite, Léa et moi, avec respect. Quelque chose passa dans les yeux de son père, peut-être du regret. En partant, Anne se retourna. Je ne te promets rien, papa, mais je ne ferme plus complètement la porte non plus. Ce soir-là, elle raconta tout à Léa, qui écouta gravement. Tu veux le voir, toi ? Demanda Anne. Léa réfléchit longtemps. Pas maintenant. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Anne serra sa fille contre elle, fière de sa sagesse. 6 mois après Noël, Léa soufflait ses 12 bougies dans leur appartement de Montreuil transformé pour l'occasion, des guirlandes colorées accrochées maladroitement au plafond, des ballons coincés dans les coins, cette joie désordonnée qui ressemblait enfin à de la vraie vie. Anne observait sa fille rire avec ses camarades de classe. Alexandre qui racontait une blague terrible à la fille d'Alexandre venue exceptionnellement, et sa mère assise sur le canapé, les mains serrées autour d'une tasse de thé, encore fragile dans ce nouvel équilibre mais présente, enfin présente vraiment. Sa mère avait quitté définitivement son père 2 mois plus tôt, trouvé un petit appartement à Vincennes, commencé une thérapie qu'elle n'osait pas encore nommer devant Anne, mais qui changeait imperceptiblement quelque chose dans son regard. Sur la table basse reposait une enveloppe que Léa n'avait pas encore ouverte, arrivée ce matin avec l'écriture tremblante de son grand-père. Une lettre d'excuse maladroite, tardive, imparfaite. Léa l'avait regardée longtemps avant de décider. Je la lirai plus tard. Peut-être. Anne avait serré sa fille contre elle, fière de cette sagesse terrible que les enfants blessés développent trop tôt, cette capacité à poser des limites sans haine, juste par nécessité de survie. Alexandre s'approcha d'Anne alors que les enfants jouèrent dans la chambre de Léa, glissa sa main dans la sienne avec cette douceur qui la désarmait encore après 6 mois. « J'ai réfléchi », murmura-t-il à son oreille. « Dans quelques mois, quand vous serez prête, j'aimerais qu'on emménage ensemble. Un appartement plus grand, où chacune aura sa chambre, où on pourra construire quelque chose. » Anne sentit les larmes monter, pas de tristesse mais de ce bonheur fragile qu'elle n'osait pas encore nommer sans avoir peur qu'il s'évapore. « On en parlera avec Léa », répondit-elle simplement. Plus tard, quand les invités furent partis et que Léa dormait enfin, épuisée de joie, Anne resta debout devant la fenêtre à regarder les toits de Paris s'étirer sous la lune de juin. Son téléphone vibra. Son père. Elle hésita, puis lut. « Merci d'avoir laissé Léa recevoir ma lettre. Je ne demande rien d'autre pour l'instant. Je travaille sur moi. Peut-être qu'un jour, si elle veut, si tu veux, pas de pression. Juste savoir que je comprends enfin. » Anne ne répondit pas immédiatement. Elle rangea le téléphone et retourna s'asseoir sur le canapé où Alexandre l'attendait, 2 verres de vin posés sur la table. « À quoi tu penses ?» demanda-t-il en lui tendant un verre. Anne sourit, ce sourire qui venait du plus profond, de cet endroit qu'elle croyait mort et qui renaissait lentement. « Je pense que nous ne reviendrons jamais en arrière. Ces 4 mots que j'ai dits à Noël, je croyais que c'était une fin. Mais c'était un commencement. » Alexandre leva son verre. « À tous les commencements. » Ils trinquèrent dans le silence apaisant de la nuit, et Anne pensa à tout ce chemin parcouru depuis cette table de Noël où tout s'était brisé. Elle avait perdu une famille toxique, mais gagné quelque chose de plus précieux. Sa dignité, sa fille intacte, et cet amour inattendu qui ne demandait pas qu'elle soit parfaite, juste qu'elle soit elle-même. Le lendemain matin, Léa la trouva dans la cuisine préparant des crêpes. « Maman, Alexandre m'a parlé. De peut-être vivre ensemble un jour. » Anne se figea, la spatule en l'air. « Et qu'est-ce que tu en penses ?» Léa réfléchit,
ce visage sérieux qui la faisait paraître plus vieille que ses 12 ans. Puis elle sourit, ce sourire lumineux qui n'apparaissait que dans les vrais moments de bonheur. Je pense que oui, il nous aime vraiment, nous deux. Anne s'agenouilla devant sa fille, prit son visage entre ses mains, comme elle l'avait fait tant de fois. Tu sais ce que j'ai appris cette année, ma chérie? Que la famille, ce n'est pas le sang. C'est les gens qui restent quand tout s'effondre. C'est toi et moi. Et maintenant, peut-être Alexandre aussi. Léa hocha la tête. Et grand-mère, concéda Anne. Parce qu'elle a choisi, finalement. Tard, mais elle a choisi. Léa serra sa mère très fort. Je t'aime, maman. Merci de m'avoir protégée. Anne sentit quelque chose se refermer en elle, une boucle qui se bouclait. Elle pensa à la lettre de son père qu'elle répondrait peut-être un jour, ou pas. Elle pensa à sa mère qui réapprenait à être une personne, et pas juste une ombre. Elle pensa à Alexandre qui dormait encore dans sa chambre, à cette vie nouvelle qui s'ouvrait comme une porte qu'elle n'avait jamais osé pousser. Dehors, Paris s'éveillait sous le soleil de juin, et Anne réalisa qu'elle n'avait plus peur. Ils avanceraient, ensemble, et c'était suffisant. Yeah, let's try the text prompt. I got it. May I please have the room? Are you friendly? Where are you? How old are you? There's also a problem with the Yuri door close. Yeah, there was already a problem with that though. Is it showing up? Like, is the red? It's showing the orange response is there. Okay, mine was not. So it only works with the text to speech at this point. Maybe it has favorites. Or maybe the ghost said "F you" to me. I don't want to talk to you. I may divert from Big Go calling a little later. Yeah, to go play. Yeah, absolutely. I built my character but haven't gotten to play yet. Yeah, you do you. I'm just, like I said, I'm just spoiled now because of you. Emelena's so good at calling bingo. Is this a shade? It might be. Who knows? This might be a Pulte. It hasn't blown out a firelight. I think it's a shade. Let's leave. What's the temperature? 1.5. 1.3. Yeah, I think it's a shade and we leave. Bye. And if it's anything else, I'm absolutely crashing out. So if you have that on your bingo cards, I want to order pizza, but I don't want to tab away. I'm invested. What was cursed? Well, you know, it will be here, Trash Panda. If you have to go and order yourself some pizza, then do that and we'll be here. Who's Trash Panda? You mean One the of our new trash cat? friends. Trash Panda. That's Trash Cat. Oh my god, Trash Cat! I'm so used to saying Trash Panda at the same time. Trash Cat, I'm sorry. I hope that didn't scare you away. Trash okay. Feline. Okay. All right. Woo, we lived! We lived! Well, I'm so glad that I don't have to. I'm so glad I don't have to crash out. I am a possum, not a raccoon. Oh, my sister said that she got a tattoo of a possum, but this thing, I definitely thought it was a rat. Woo, okay, now I almost pizza. pet a possum. I'm gonna show you. Funnily enough, I was out, you know, heavily drinking, and I walked home from the bar, and I saw this cat, and I was like, meow, meow, come here, kitty, 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 kitty. And it just like stopped in front of me, and I was like, oh, you come here, kitty. And then I pull out my phone, and I bend down to pet it. I'm like, hold on. It was a possum. You look weird for a cat. And I pull out my phone's flashlight, and I just bright light this thing right in its eyes. I'm sure it was like... And it's just looking at me. No, it just stared at me. And I was like, oh, you're not a cat. And I just walked right around it. It just went on about its way. It didn't have rabies. You see this tattoo that my sister got? I thought this was a rat, but she says it's a baby possum. It's a possum. I Typhling, thank you so much for the follow. Oh my god. Chad, Pour ready your up. sugar on me. Honey, you need to go to sleep. Hey, Yeah, that's a have beaver another rat. hug, Thank but you. you do This need is to go to definitely sleep. this is definitely a rat. Close your eyes.
That's okay. Go to sleep. Okay? I love you. She's come out like 3 times for a hug. I had that once, except it was a coyote. Oh my god. Honey, you gotta stop asking me to do these things after you go to bed, okay? You gotta ask me when it's You daytime, guys. okay? I don't want to turn around. It's a blood moon, isn't it? I just thought that this night couldn't get any better. Oh no. Thanks, unsatisfied mind. It's alright, That's we got awesome. this. We got this, you guys. I don't got Can't this. freaking see with this camera in my face. I can't see without my glasses. No tarot cards. No mirror. The bone is in the white tent. It's The a bone big is in the kitchen. The bone is in the kitchen. The bone is in the white tent. Leave me alone. No music box. No Vinny. It's the monkey paw. Yeah, go ahead and change the weather. It's still a blood moon. I learned that the hard way. I thought Okay, I thought hi, Jordan. the game. Alright, Kinsey. Hope you're ready. No, like, the blood moon is gone, right? No. But this sanity draining still does it. Like, it still drains, the ghost still has red eyes. It's still blood moon. Show us again. Yeah, it's still blood moon. It's Sky at night. You're gonna die. It worked. Hey, the Yeah. moon's gone. Except, it's really Oh, the blood moon effect still happens. yes. Got Oh, it. blue Got moon. it. Got it. Got it. Got it. The Got blood moon it. effect is still. It's this tent right here. The blue one. What do y'all think about the customer characterization? I love that I can finally have my blonde female. The customizations is okay. I don't like that you have to pay umpteen $1 million in order to, like, buy the clothes. And I hate the way the characters move. And I just, yeah, Hey, Chad, I always. It's crawl bad. around- it's bad. I always crawl around a lot in this game, so what do I look like? How do you do that? How do you do what? Do I look goofy? Pudding! Pudding! How do you change the weather? Oh yeah. A janky feet. Do the stanky leg. So to change the weather, you can use the monkey paw and wish for whatever. So you can say like, I wish for fog, or I wish for clear skies. Pardon? Dude, why am I getting like... Ew! Where's your hair, motion Lisa? sick? That's an event. Oh, That's not an event. Oh, I'm gonna die? Oh, Why am I listen to getting that hunted? Raiju heartbeat without it being an actual. Oh, I think we just got us killed. I'm sorry. Stay out there. Go away. Oh my god! I didn't know you were in here, dude. Get out. Sorry. Oh my god! Dude, I hate. That's why you locked the stall. Yeah, like, it's really awkward. That was a really crappy situation. I didn't know you were in there. I'm sorry. I thought I was dead. I thought you brought it in there with me. I thought I did too, honestly. Oh, singing? I hate this ghost already. What is it? Why is it hunting? Is this a demon? I don't know, you drained your sanity with that monkey paw. Ugh. It didn't even burn a crucifix. It Where did hunted come from a different room. It hunted from the yellow tent and turned a light on in it, so it's not a bear.
Yeah, picking things up super quickly and placing them is like not a thing anymore. Can you allow that, Emily, and allow it into? I don't know why that's not. Fun fact about that scene is the noises you hear after says pudding aren't added sound effect. I believe it. No way! Hello? Hello? It just tried to stop me coming in, and then I just bolted through it, and I was able to run inside. Oh, she's gonna die. Let's record it. Ah, it's coming back to me! No, 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 no! You know? It's Raiju. It's not a Raiju. Oh my god, I died with my eyes open! Look at my eyes! Look at my eyes! I'm afraid to look. Oh my god! I'm afraid. They're bugging out of my head! Dude, why? Oh my god! It's so... It's like... I'm Elaine, thanks for the